Xavier Prudent, qui a un PhD, et est analyste de données mobilité des personnes chez Civilia, qui discutera de la faisabilité du transport collectif. Alors, M. Prudent est natif d'Alsace, en France. Il a étudié puis travaillé en recherche fondamentale dans la physique des particules puis en génétique. Arrivé récemment au Québec, il a intégré l'entreprise québécoise Civilia, où ses compétences en analyse de données sont mises au service de la mobilité des personnes. Je vous remercie déjà de me laisser la parole. Je comptais venir au début comme spectateur. Et en fait, à la réflexion, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, vu que c'est vraiment le travail que je fais tous les jours, de venir présenter qu'est-ce qui se passe quand on veut mettre en place un réseau de transport en commun. C'est-à-dire quand vous allez au cinéma, vous pouvez voir un film avec des fois juste une personne. Si vous connaissez Seul au monde avec Tom Hanks, c'est un film pendant 1h30, le gars il est tout seul sur une île, tout seul. La fin du film arrive, le générique arrive et là vous voyez des centaines de gens. Mais le transport en commun c'est un peu la même chose. Quand vous avez un chauffeur dans un bus, une seule personne, c'est un seul bus, mais il faut savoir que derrière il y a un long générique. Donc mon but aujourd'hui, c'est en fait juste d'amener des éléments très techniques, très neutres. Je veux vraiment rester aussi impartial que possible pour donner l'idée de toute la complexité qu'il peut y avoir, tous les outils qui existent quand on veut mettre en place un réseau de transport en commun. Sachant que toutes les situations vont être plus ou moins différentes. Le faire à Ottawa ou le faire ici, ou le faire à Sherbrooke, à chaque fois, ce sont des questions différentes. Brève introduction à la mobilité. Pourquoi est-ce que je parle de mobilité et pas de transport? Quelle est la différence? Je suis venu en voiture aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on va décomposer tout ce que j'ai fait. J'ai marché, je suis rentré dans ma voiture, j'ai fait le trajet, je me suis garé, puis je suis venu à pied. Okay? Dans cette chaîne de déplacement, il y a eu deux ruptures. Si jamais j'avais pris ce qu'on appelle un stationnement incitatif, je serais allé en voiture, je me serais garé, je serais allé au transport en commun et j'aurais fait mon trajet et après j'aurais encore marché. Pourquoi c'est important? C'est parce que chaque rupture va être une source de problème, une source de frustration. Et typiquement, si vous êtes, par exemple, en fauteuil roulant, si vous avez des enfants, juste déjà vous vous rendez compte à quel point ces ruptures sont des problèmes. Pourquoi est-ce que je dis que Civilia, on s'occupe de la mobilité et pas du transport? Parce que le transport, c'est juste cette partie-là. Ce qui vous intéresse, c'est pas de faire des tours dans des bus. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller d'un endroit à un autre. Donc il faut, par exemple, lorsque vous arrivez ici, avoir connaissance, par exemple, de l'information en temps réel sur le bus. Savoir est-ce que je suis capable de me garer, savoir est-ce que je pourrais débarquer, etc. Alors, quand on veut mettre en place un réseau en transport en commun, il y a une espèce de contrainte fondamentale. On ne peut pas passer au travers, c'est presque une contrainte physique que j'appelle le triangle des contraintes. Et qui est très clair, on va le voir de façon très claire dans la MRC de Menfrey-Magog, c'est qu'on a ici la densité urbaine, donc beaucoup de gens à un petit endroit, ou alors quelque chose de beaucoup plus large. Ici, le coût. Alors le coût, c'est compliqué. Est-ce que c'est le coût de ce que vous allez payer vous, ou bien est-ce que la collectivité va payer, sachant que vous le payez indirectement par vos impôts? Mais on va dire globalement combien ça coûte. Et ici, vous allez avoir la qualité du service. Est-ce que vous avez des autobus à toutes les 10 minutes, un peu partout, comme vous pouvez le trouver à certains endroits à Montréal, ou bien alors c'est 2 fois par jour, quand ça veut. D'accord? L'idée, c'est que vous ne pouvez pas avoir les trois ensemble. Vous ne pouvez pas avoir un service régulier sur une zone urbaine faible, puis que ça vous coûte pas cher. D'accord? Donc, il y a une espèce de compromis. Mais ce compromis, de toute façon, c'est le compromis qu'on va avoir dans tous les jours. C'est-à-dire que, typiquement, si vous êtes à Montréal, à Québec, à Toronto, vous êtes dans des endroits ici très denses. Donc là, c'est clair qu'avoir un bus à toutes les 10 minutes, ça va être possible à des coûts relativement faibles. Si jamais vous montez ici, vous allez vous retrouver un peu plus... la MRC, vous savez, un peu plus reculé. On peut arriver même à Charlevoix, la Gaspésie, où là ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et la vraie question, c'est de définir en fait quels sont les besoins. Parce que les Orignaux et les Élans, en Gaspésie, ils n'ont pas besoin de bus. On fait des bus pour déplacer des personnes.
Et donc il faut définir deux choses, le besoin et le budget. On va se dire que le budget, on le connaît déjà. On sait à peu près combien on a d'argent, on sait combien d'argent on pourrait demander. La question, c'est le besoin. Parce qu'il y a vraiment toute une palette d'outils qu'on va pouvoir offrir. Simplement, d'un point de vue technique, vous allez pouvoir avoir des bus articulés de 90 places ou des bus plus simples de 50 places, avec tout un décalage jusqu'à la petite auto de 2 places. Okay, et il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution magique. Chacun de ces bus, de ces véhicules, va avoir sa place. On parle de véhicules, on parle aussi d'organisation. Je vous ai mis une table ici, c'est on va passer par quel arrêt, à quelle fréquence, est-ce qu'on passe à 15 minutes, à toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures. Alors, comment est-ce qu'on fait? Supposons on vient nous voir, on dit voilà, on veut faire des transports en commun, ok, bon ben c'est quoi vos besoins? En général on ne sait pas trop, bon ok, c'est pas grave, on va déjà s'occuper des données qui existent. Okay, les données c'est juste de l'information. De l'information comme par exemple, tous les jours il y a 100 personnes qui vont aller de là à là pour aller au cégep, pour aller au supermarché, pour aller au travail, etc. Et l'avantage c'est qu'on vit dans une époque où il y a énormément de données existantes. Alors vous avez des données comme par exemple peut-être les taxibus, il y a déjà des projets qui ont été faits, donc là vous savez d'où les gens partent pour aller où. Ensuite le trajet entre autres, vous pouvez simuler ça, vous pouvez faire des mesures avec des compteurs. Vous avez au Québec ce qu'on appelle des enquêtes OD, des enquêtes origine-destination, qui sont faites, on appelle les gens, et puis on leur dit vous êtes allé où la semaine dernière? Et puis comme ça en fait on fait comme une sorte de sondage pour connaître les besoins en mobilité. Et vous avez ce qu'on appelle l'analyse des pôles générateurs. Ça, on se demande, on se dit tiens, l'analyse des pôles, qu'est-ce que c'est? Je connais le pôle Nord, je connais le pôle Sud. Les pôles générateurs, c'est ce qui va vous faciliter la vie quand vous allez vouloir comprendre le besoin. Prenons le cas juste de Magog. D'accord, on est dans le centre-ville de Magog. Vous vous rappelez, si on veut faire un transport en commun, on a besoin de comprendre quels sont les besoins. Ici, là, il y a à peu près 20 000 personnes qui vivent. Chaque personne fait en moyenne 2 déplacements par jour. Ça fait 40 000 déplacements par jour. Il est clair que, même avec des petites autos pas chères, là, on ne pourra jamais leur offrir un service. Okay. Mais, il y a un truc quand même, c'est que ces 40 000 déplacements par jour, dans leur immense majorité, vont pouvoir être rangés dans ces 5 catégories. Si vous pensez à tous les déplacements que vous faites tous les jours, globalement, ça va être soit vous allez au travail, soit vous allez magasiner, soit vous allez loisir, eh bien ça peut être comme l'association ici, ou bien faire du sport, que sais-je, les études, et puis évidemment le retour à la maison. Okay. Seulement 5 raisons. Là c'est très intéressant parce qu'on va déjà se dire, ok, c'est pas n'importe quel genre d'endroit qui offre ces services. Et ces services-là, ces zones-là, c'est ce qu'on va appeler des pôles générateurs. Un pôle, c'est un point, comme vous plantez un bâton, là, et c'est là que les gens veulent aller. Vous voyez ? À Magog, par exemple, j'ai identifié les six pôles suivants. Vous avez ici un grand centre commercial, un ensemble commercial. Vous allez trouver du Walmart, du Canadian Tire. Vous allez avoir également ici, dans le centre-ville, des commerces. Donc ça va être surtout pour le magasinage. Vous allez également trouver ici des centres qui vont rassembler des gens qui viennent travailler. Vous avez par exemple le Technopole. Ici, vous avez l'hôpital. Vous avez les écoles aussi, les cégeps, les commissions scolaires qui sont aussi des pôles générateurs. Parce que c'est 40 000 déplacements par jour. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien, ce n'est pas 40 000 déplacements n'importe où. Les gens vont globalement dans des directions communes. Okay, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Les gens ne vont pas n'importe où. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un travail qu'on avait fait dans la MRC de Montcalm. Donc, c'est une situation assez proche de ce qu'on a ici, où on avait 4-5 pôles générateurs, qui sont les principales agglomérations du coin, avec ici la gare Saint-Jérôme qui permet d'aller jusqu'à Montréal, sachant qu'ici, de là à là, il y a un bus. Ils avaient plus de 10 ans de données en taxibus. Ça nous a permis en fait de comprendre quel est un peu le réseau structurant de la région et savoir quels étaient leurs besoins. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a un code couleur
plus c'est rouge, jaune, plus c'est qu'il y a des gens qui veulent se déplacer. Donc vous voyez clairement que sur cette région-là, c'est déjà très clair qu'on voit qu'il y a une espèce de Y, quelques barres parallèles, et c'est là qu'il y a le plus gros besoin. Donc si jamais vous voulez mettre en place un réseau de transport, vous devez partir de cette image-là. Donc les gens ne vont pas n'importe où, et c'est ça qui va nous sauver. La deuxième chose intéressante, c'est que les gens, non seulement ne vont pas n'importe où, mais ne vont pas n'importe quand. Je vous donne ici 3 exemples. Ces trois figures-là, l'axe des X, c'est les heures, pour les 3. D'accord ? C'est les heures d'une journée, de minuit à minuit. L'axe des Y, c'est le nombre de gens qui se déplacent. Ça, c'est un cas où on a mesuré des passages de téléphone, c'est comme les téléphones intelligents. Ça, ici, c'est la MRC de Montcalm, ce que je vous ai montré avant. Ça a été fait à Longueuil, rive sud. Ça, Montcalm, vraiment la campagne. Et ça, ce sont les données des Pixii à Montréal. 3 endroits différents, 3 situations complètement différentes, avec des moyens de déplacement complètement différents, mais à chaque fois, vous voyez la même chose. 3 pics. Okay. Un pic le matin, un pic à midi un peu plus réduit, et un pic l'après-midi un petit peu plus gros. Okay. Ça, c'est un phénomène extrêmement caractéristique en semaine. L'interprétation, elle est très simple, c'est qu'en général, en semaine, les gens qui travaillent, ils ont des horaires, et en général, c'est du 8h, 16h, 16h, 17h, après ils envoient les enfants à l'école ou à la piscine ou je sais pas. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ce genre de comportement. Quelle est la conséquence sur la question qu'on s'est posée au début? C'est que les gens ne vont pas n'importe où et ne vont pas n'importe quand. Et c'est comme ça que ces 40 000 déplacements qu'on ne savait pas quoi en faire, en fait, on va pouvoir les compactifier dans des paquets, on se dit, ok, on sait que à telle heure, il va y avoir le maximum de gens qui va vouloir aller où? Eh bien, ces pôles, le supermarché, l'hôpital, le cégep, la commission scolaire, etc. Donc imaginons que maintenant, là, on a compris notre réseau, on va envoyer des bus à droite à gauche. Alors des bus, ça peut être des bus réguliers, ça peut être des taxibus. Le plus important, maintenant, c'est qu'il faut soigner la communication. Ce genre de feuille d'horaire, là, qui pourtant est très bien faite, il faut un baccalauréat en mathématiques appliquées pour les comprendre. Parce que si jamais vous les lisez en détail, vous dites ok, je comprends, ok, dimanche est fête, samedi, hop, ça, je vais de la piscine. Vous pensez glaver là, et puis tout à la fin, en bleu sur fond blanc, il y a marqué ne circule pas le 1er mai. Ok? D'accord? Donc, très important que les horaires soient accessibles. Accessibles, quelle interface on va voir après? Qu'elle soit compréhensible et qu'elle soit à jour. D'accord? C'est la même chose pour les tarifs. Si jamais vous allez par exemple dans la couronne de Montréal, vous avez l'impression que chaque fois que vous traversez une rue, il faut payer à nouveau parce que vous dites, ah, c'est un autre bus. Très important qu'il faut simplifier au maximum les horaires et le tarif. Le but est très simple, il faut faciliter la prise de décision. Si à chaque fois vous devez vous déplacer, ça prend une demi-heure d'organisation, vous achetez une voiture. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Il faut faciliter la prise de décision. Comment est-ce qu'on peut soigner la communication par l'interface? Il y a plusieurs interfaces possibles pour les horaires. Vous avez le papier, le web, ça on connaît, mais vous allez avoir des cas comme par exemple, c'est un écran qu'on a mis au cégep, où là vous avez pour les différentes lignes l'information en temps réel ou l'information planifiée qui arrive. Il est clair que là c'est juste à un autre endroit. Vous avez les applications. On va se dire oui mais j'ai pas de téléphone intelligent. Vous pouvez pousser l'information aussi par SMS. C'est un système qui existe. SMS c'est quand même un peu plus facile. Vous avez ce genre de panneau aussi qui n'est pas relié au réseau électrique, qui n'est pas relié au réseau cellulaire. Donc vous pourriez le mettre au milieu d'un champ. Et puis vous avez ce qu'on appelle des QR codes. En gros, vous mettez un sticker sur votre panneau et puis la personne passe avec un téléphone. L'idée c'est qu'il y a énormément de moyens, énormément d'interfaces. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'interfaces? Eh bien, imaginez que ce grand cercle rouge, c'est la population de Magog. Et puis vous dites, moi je vais donner mes horaires en format web. C'est très bien, vous allez couvrir une certaine gamme de gens, mais vous allez couvrir ceux qui ont un ordinateur, ceux qui ont un ordinateur avec Internet, et ceux qui ont un ordinateur avec Internet qui savent où trouver votre papier. Donc, c'est pas tout le monde que vous allez couvrir. Alors vous allez dire, je vais le mettre en papier.
Ou alors je vais le mettre dans la rue, sur les panneaux. Okay? Et l'idée, c'est que chaque interface va aller couvrir un peu. Il y a deux leçons là-dedans. C'est que si vous voulez couvrir le maximum de gens, il va falloir multiplier le nombre de petites interfaces. Et il y a aussi une chose qu'il faut accepter, c'est qu'on ne réussira jamais à joindre tout le monde. Ici, là, il y aura toujours des laissés pour compte. Le but, c'est que cette part des laissés pour compte soit le plus faible possible. Et maintenant, quel système d'opération? Globalement, quand on met en place un système de taxibus, ça commence comme ça. Vous avez quelqu'un de très enthousiaste qui appelle, allô, salut, oui, tac, il écrit dans un fichier, ça marche. Ça peut marcher pendant 10 ans. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de partir avec un système qui soit le plus standardisé possible. À la limite, vous pourriez quasiment remplacer ça par un programme, quelque chose qui va automatiquement le faire. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que quand vous allez avoir, au bout de 2 ans, 3 ans, un an de taxibus par exemple, bien, vous voulez savoir, ok, est-ce que ça a marché ou pas? Les gens, ils veulent aller où? Et puis vous avez les gens de la MRC qui font, bon, on veut vous donner des subventions, vous avez besoin de combien? 2 bus, 3 bus, 5 bus? Donc vous avez besoin en fait d'avoir un accès à des données qui sont très propres. Vous voyez, si jamais je vous donne 300 000 lignes comme ça, là, je vous garantis, on part tous en courant, ok? Si on vous donne ça, ça peut être fait en une journée. Donc l'idée, c'est qu'ensuite vous allez pouvoir faire toutes sortes d'analyses pour comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire l'an prochain. L'idée aujourd'hui, fondamentale dans l'idée de mobilité, c'est qu'il n'y a pas un seul acteur. Vous savez, on parle souvent des taxis, des Uber, on parle des vélos partage, on parle des taxibus. Okay. L'idée, c'est que ces services-là ne sont pas en concurrence. Ils sont en concurrence si on les met en concurrence, mais il faut les voir comme des systèmes qui vont être complémentaires les uns les autres. Si vous avez une ligne de transport ici, une ligne régulière, il est clair que cette ligne régulière, à un moment, elle va s'arrêter. Donc typiquement, dans les endroits qui sont au voisinage de cette ligne, vous allez pouvoir rajouter du taxibus, du covoiturage, de l'autopartage, du vélopartage, pour vous permettre d'accéder à ces lignes-là. Vous avez d'autres moyens comme la marche, le vélo, vous appelez la collaboration de quartier. C'est clair que pour chaque personne, il va y avoir un choix à faire parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de marcher 1 kilomètre. Il y a des gens qui, ne serait-ce que si jamais vous avez 2 enfants, et puis quelle sera la météo si jamais vous êtes en janvier. Donc ce que ça nécessite, c'est déjà de faciliter le transfert entre chacune des zones. Le point positif pour la mise en place de ce genre de système, c'est qu'il existe au Québec de nombreux acteurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très matures, en particulier du côté de Saint-Hyacinthe, et qui combinent en fait ces différents modes. Okay. Mais je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, oui. Dans vos expériences, là, est-ce que vous avez été au courant de situations où on a ajouté, j'ai vu que vous le mettiez dans les pôles, mais on a considéré sérieusement le transport des adolescents qui sont au secondaire, par exemple, dans un pôle, dans une mise en commun avec d'autres? Oui, en général, le cégep, l'université sont parmi les pôles les plus importants. Quand vous regardez qui prend les transports en commun en général, il y a 2 types de gens. Tous ceux qui ont moins de 25 ans et tous ceux qui ont plus de 50. Ça, ce sont les plus gros consommateurs de transports en commun. Les femmes un petit peu plus que les hommes, mais globalement, non seulement ils sont pris en compte, mais ils sont également pris en compte dans les horaires. C'est-à-dire que quand on va mettre en place un bus, eh bien, on va s'arranger pour que le bus arrive genre à 8h moins le quart, parce qu'on sait que les cours commencent à 8h. Et lorsqu'il y a des examens, et qu'on sait que les examens vont finir à 15h, eh bien, les bus sont aussi adaptés pour arriver ou partir en fonction de ces horaires-là. Donc ça, à Sherbrooke, par exemple,
Même Sherbrooke, Trois-Rivières, je dirais, c'est quelque chose qui est très connu. Mais c'était pas, si je peux me permettre, c'était pas exactement de ça que je parlais. Si on va à Montréal, par exemple, okay, à Montréal, les enfants du secondaire prennent le transport en commun comme tout le monde. Oui. Okay? Alors qu'ici, c'est pas le cas. OK. S'ils prennent le transport des autobus jaunes, puis ils s'en vont en transport. Y a-t-il des endroits au Québec où il y a eu des essais, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour les jeunes secondaires, de combiner ce mode de transport scolaire avec d'autres usagers? Ah oui, OK. Est-ce que ça s'est fait quelque part à ce moment-ci? Je pense pas. Oui. Mais j'en ai jamais. Mais oui. Je peux répondre? Bien sûr, vas-y. Olivier, oui, ça se fait. Oui. Mais dans les MRC à grande ruralité, on va dire en Outaouais, tout ça, on ne fait pas de transport, que dès qu'il y a un véhicule qui roule, tout le monde va marquer dedans. Alors oui, il y a eu des ententes avec les commissions scolaires, mais ce ne sont pas toutes les commissions scolaires qui sont ouvertes à ce genre de service-là, de partage. Alors, chez nous, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça. Mais ça existe absolument. Mais encore faut-il que habituellement, ils réservent les 3 premières banquettes à l'avant pour monsieur, madame, tout le monde. Je crois aussi dans la MRC de l'Érable, qui est pas la ville de la MRC de l'Érable. Oui, ça fait exactement. Là, ça fonctionne aussi. Mais il y en a. Alors, merci. Oui. Vous avez nommé Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Saint-Hyacinthe qui fait que ça marche mieux? Non, c'est pas que ça marche mieux ou moins bien, c'est qu'en fait, il y a une entreprise là-bas qui s'appelle Autonomique, qui crée une application qui permet de faire du covoiturage en direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du covoiturage, vous allez sur par exemple l'Amigo Express et puis vous dites jeudi à 8h je veux partir. Mais là l'idée c'est qu'en fait de faire comme des lignes régulières, sauf qu'au lieu d'avoir des bus, ça utilise les gens qui font le trajet de façon régulière. C'est-à-dire vous voulez aller en covoiturage, voilà. Mais c'est vraiment comme ok, je veux aller à Montréal. Et puis l'idée c'est qu'il y a tellement de gens qui y vont tout le temps que si vous atteigniez une masse critique, vous allez avoir quelqu'un qui va vous embarquer. Oui, c'est ça. Bon, bien, monsieur Xavier Pedin, on vous remercie beaucoup pour votre conférence. Et au nom de l'Oculaire, on veut vous remettre un petit calepin, un petit souvenir de votre conférence. C'est pour prendre des notes et une petite. Voilà. Parfait. Très bien. Au plaisir. Merci beaucoup.